Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez sur ce plateau spécial que nous réalisons dans la ville de Goma au bord de ce joli lac, dans ce joli jardin. Nous recevons sur ce plateau spécial l'honorable Elvis Moutiri Ouabachara, député provincial élu de la ville touristique de Goma, avec qui nous allons nous entretenir sur quelques sujets importants qui sont d'actualité sur le plan politique, socio-culturel et touristique, pourquoi pas, parce qu'il aime bien le tourisme. Sur ce plateau, nous sommes avec Madame Marie-Noël Kabouya, directrice des informations à Michapi Voice TV, et Monsieur Jérémy Kihambo, il est rédacteur en chef de la radio-télévision communautaire Taïna. Et nous sommes honorés par l'acceptation de l'invitation que nous avons lancée à l'honorable Elvis Moutiri Ouabachara. Honorable, bonjour. Bonjour, Touver. Nous sommes avec vous sur ce plateau spécial. L'actualité reste dominée certainement par la présentation de l'honorable lui-même. Je dis cela pourquoi? Parce que beaucoup ne connaissent pas qui est Elvis Moutiri Ouabachara. Alors avant de commencer notre entretien, je vous prie, mesdames et messieurs, de regarder ce portrait. L'honorable Moutiri Ouabachara Elvis exerce pour la 4e fois consécutive le mandat d'élu de la ville de Goma de 2006 à 2023. 17 ans en qualité de député national et dans l'actuelle législature comme député provincial. Preuve d'un solide ancrage politique indéniable dans cette circonscription électorale. Il dispose d'une expérience avérée de serviteur de la nation acquise dans le secteur de la communication, de la gestion des entreprises publiques, celle d'économie mixte et privée en qualité de membre de plusieurs conseils d'administration, directeur général, président du conseil d'administration et ministre du gouvernement central. Sa formation académique l'a doté d'une expertise multisectorielle en études du développement et coopération internationale, diplôme obtenu à l'Institut universitaire d'études et de développement IUED à Genève, en management international à l'Institut catholique des hautes études commerciales, ICHEC, entreprise à Bruxelles et en stratégie et défense au Collège des hautes études de stratégie et défense, CHESD, à Kinshasa. Son expérience et sa formation académique lui ont doté des capacités à diriger un des cabinets d'experts conseils congolais de bonne réputation qui travaille à l'international, avec des cabinets d'avocats et d'experts conseils belges. Son action politique se focalise sur la capacitation et la valorisation du capital humain, sur la diversification de l'économie et la protection de la biodiversité. À ce titre, il est l'initiateur des propositions et projets de loi sur la protection et l'utilisation de l'expertise et des compétences nationales, la loi portant principes fondamentaux relatifs au tourisme et sur la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 11/022 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'agriculture, ainsi que co-initiateur et signataire du décret portant création du corps de protection des parcs nationaux et les réserves naturelles apparentées. Son parcours de manager et d'homme politique est caractérisé par la probité, l'amour du travail bien fait et par l'esprit d'équipe et de service. Alors, retour donc après ce portrait. Nous venons de comprendre qui est Elvis Moutiri Ouabachara. Et alors, honorable, l'élément que nous venons de voir vous présente sous plusieurs facettes. Vous êtes une des personnalités maintes fois élues dans la ville de Goma, plusieurs décennies sur la scène politique. Avoir été journaliste d'ailleurs, vous avez formé pas mal de nos aînés derrière qui nous prenons les pas. Aujourd'hui, vous avez accepté de répondre à nos questions. Est-ce qu'il y a du cachet? Qu'est-ce qui est caché là, derrière votre acceptation à notre invitation? Bon, peut-être pour ne pas avoir mauvaise presse auprès des journalistes qui sollicitent des interviews que je ne donne pas. Mais comme vous l'avez dit en introduction, la situation est assez préoccupante, la situation de la province. Et donc j'ai accepté que nous puissions échanger sur ces questions d'extrême gravité. Et puis il y a plusieurs débats politiques dès l'heure. Et voilà,
Voilà pourquoi je me suis mis à votre disposition. Alors, honorable, merci beaucoup de nous avoir acceptés après ces longs moments de silence qui a fait penser aux journalistes que leur Élie mettait un peu de distance entre eux et lui. Alors, honorable, la partie Nord Kivu, cette partie de la République démocratique du Congo est aujourd'hui en pleine difficulté. C'est à cause de la guerre du M23 couplée à la CF et puis l'armée rwandaise qui est accusée de porter son bras à cette rébellion qui pousse l'armée congolaise vers plusieurs défaites, on l'a remarqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Vous êtes un nanti, vous êtes un enfant de Goma, Goma qui est aujourd'hui asphyxié par cette guerre, d'une part Saké, de l'autre Kibumba avec cette présence armée. Qu'est-ce faut-il faire aujourd'hui pour sortir de cette guerre? Bon, d'abord, je vais profiter de l'occasion que j'ai aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, ça fait plusieurs mois que je ne me suis pas adressé à l'opinion. C'est d'abord remercier mes électeurs qui, comme vous le savez, m'ont fait leur confiance pour la 4e fois. Les 3 premières fois, c'était pour aller à l'Assemblée nationale. Et cette fois-ci, j'ai choisi de rentrer à la base. Et ils m'ont, une fois encore, pour la 4e fois, donné leur confiance. Je voulais les remercier et prendre ici, aujourd'hui, mon engagement à continuer à avoir une écoute et à être de plus en plus près de cette population pour participer d'une façon solidaire, mais aussi dans l'action, à l'amélioration de ces conditions de vie. Deuxièmement, je voudrais présenter toute ma compassion, toute ma solidarité envers toute la population du Nord Kivu, meurtrie aujourd'hui. La situation, le tableau aujourd'hui est dramatique. Plus de 2 700 000 qui vivent dans les camps des déplacés. Et nous sommes aujourd'hui confrontés à une insécurité alimentaire qui frappe plus de 2 400 000 personnes. C'est-à-dire, c'est presque la moitié de la population du Nord Kivu qui est en insécurité alimentaire. Et ajouter à cela 140 000 étudiants et élèves qui sont dans les camps, qui sont exclus aujourd'hui de la scolarité, qui sont exclus de soins médicaux, qui sont exclus, qui sont eux aussi en insécurité alimentaire. Et quand vous pensez que nous parlons là de la jeunesse, nous parlons de là de l'avenir du pays, et quand la jeunesse est en désarroi et dans cette situation, cela veut dire que nous sommes en train d'hypothéquer l'avenir de la province, l'avenir de la nation du côté de l'Est. Et comme je vous ai toujours dit, l'Est c'est le point d'ancrage, c'est le point important, névralgique pour cette nation congolaise. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord savoir ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est que sur 7 territoires du Nord Kivu, on peut dire qu'il ne reste que Beni et Butembo qui ne sont pas touchés. Cela veut dire que la situation est grave. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire d'abord le diagnostic. Le diagnostic est connu. C'est la coordination qui pose problème, la coordination de commandement. Parce que bon, tout part du commandement, il faut le savoir. Et la démotivation des troupes, ça il faut le savoir. Et ça vient de plusieurs éléments, la démotivation. Cette démotivation est liée au fait que la logistique ne suit pas, c'est-à-dire les approvisionnements sur le front ne sont pas efficaces. Deuxièmement, la prise en charge des blessés de guerre pose problème, parce que quand il y a des blessés de guerre qui ne sont pas pris en charge, il est difficile de convaincre
son compagnon d'armes, de monter encore au front. Il y a également la situation des veuves et des enfants de militaires. Les enfants et veuves de militaires sont en pleine errance. Vous savez que les enfants des militaires aujourd'hui sont obligés de mendier pour survivre et les femmes faire la prostitution. Alors, si les veuves, si les enfants des militaires se trouvent dans ces conditions, là aussi, ce sont des facteurs démotivants. Et donc, voilà, c'est ça les diagnostics. Et ces diagnostics posés, cela veut dire qu'il faut faire face à ces situations de coordination du commandement, de la motivation des militaires, et ça passe par ce que je viens de dire, les 3 éléments importants. Et pour le reste, c'est cette volonté politique. Il faut continuer, n'est-ce pas, à faire comprendre à tous les Congolais que nous avons cette armée qui est le FARDC. Il faut soutenir cette armée et il faut continuer, n'est-ce pas, à rester solidaire pour que notre pays ne perde pas les territoires qui ont été conquis par l'ennemi. Très bon diagnostic, honorable. Lorsque vous parlez de la coordination des opérations, certes, peut-être nous on n'a pas beaucoup d'éléments. Vous parlez de la démotivation des militaires. Ça, ce sont des faits que nous vivons au quotidien. Honorable, vous êtes député national, vous êtes à l'hémicycle. Je suis député provincial. Honoraire. Je suis député provincial. Il est provincial. Vous êtes député provincial, donc vous êtes au courant de cette situation. Comment faire pour faire parvenir à l'hémicycle ces cris de manière à ce que les députés puissent bien contrôler l'exécutif qui a le devoir de prendre soin de ces militaires, leurs veuves, leurs orphelins, leurs enfants, afin de leur rehausser le moral et qu'ils puissent enfin répondre à ces besoins vitaux qui de défendre l'intégrité du territoire national. Non, ça je peux vous rassurer, hein, les députés nationaux comme les députés provinciaux au quotidien. De toutes les façons, si vous suivez les plénières de l'Assemblée nationale, les députés du Nord Kivu, les députés de l'Ituri ne cessent pas d'interpeller aussi bien le gouvernement, aussi bien les autorités qui conduisent notre armée. Et donc ils ont fait leur boulot. Ils font le boulot d'interpellation, ils ne peuvent pas faire beaucoup plus que ça. C'est pourquoi il y a actuellement l'obligation du gouvernement souminois de passer à l'étape d'une sorte d'évaluation, énième évaluation de l'état des sièges pour qu'il puisse vraiment prendre l'option. Faut-il continuer à faire des prorogations ou bien c'est dans ce sens-là que le travail... Non, c'est deux choses différentes. Il y a le problème des opérations, et d'ailleurs c'est très bien qu'on ait séparé les deux. Il y a le problème des opérations dont Madame parle et qui nécessite, n'est-ce pas, que ce soit l'état-major de nos forces qui puisse reprendre, n'est-ce pas, la maîtrise des opérations. C'est vrai que le Wazalendo, c'est une force supplétive. Ce n'est pas le Wazalendo parce qu'il y a eu un glissement. Maintenant, on met en avant, n'est-ce pas, je parle au niveau de la presse internationale, je parle au niveau de la presse nationale, c'est que l'on voit, on se réveille le matin, aujourd'hui, à tel endroit, il y a eu une résistance des Wazalendo, et de plus en plus dans le narratif officiel et populaire, le mot FARDC disparaît de plus en plus. Ça devrait inquiéter les responsables de l'armée, ça devrait inquiéter les responsables politiques. Maintenant, il y a le problème de l'évaluation. L'évaluation, c'est une autre chose. On a séparé, n'est-ce pas, les opérations de l'administration. Et il faut que l'on puisse savoir si vraiment
l'administration, la politique, le social, l'économie peut continuer à être gérée par les militaires dans la province du Nord Kivu, dans la province de l'Ituri. Et la première ministre, en faisant une mission d'évaluation, c'est dans l'optique de savoir quelle solution elle devrait prendre avec son gouvernement, bien sûr avec le chef de l'État. Et pour ma part, je pense que ce n'est pas compliqué. Il y a des indicateurs qui sont très clairs. Il suffit de les voir, de les évaluer aujourd'hui. Les indicateurs sont très simples. Ok. Il y a eu d'abord l'état de siège qui combinait aussi bien l'administration que les opérations. À l'instauration de l'état de siège, il y avait combien de territoires pris par l'ennemi? Aujourd'hui, il y en a combien? Vous aviez combien de déplacés? Il y en a combien aujourd'hui? Parce que les déplacés qui sont dans des camps reflètent la réalité de la situation sécuritaire à l'intérieur des espaces de vie, des espaces démographiques. Il y a combien? Je viens en introduction de vous dire, de vous peindre le tableau, et à partir de ce moment-là, ce sont les premiers indicateurs à mon avis. Les indicateurs ne devraient pas, ne devraient pas être nécessairement au niveau de l'administration. Encore que dans l'évaluation, il faut constater que le fait de laisser l'administration militaire, c'est soustraire l'administration en place, l'administration des militaires, de tout contrôle, de toute transparence. Parce qu'en même temps, les organes délibérants, qu'est l'Assemblée provinciale, n'a pas de droit de contrôle sur cette administration militaire. Et ça pose problème parce que dans le pays, tel qu'il est gouverné, il n'y a aucun organe qui échappe au contrôle des organes délibérants. Voilà, si je peux parler un peu de l'état de siège en passant. Oui, honorable, nous avons suivi, tu veux le dire, et nous avons vu dans la vidéo que nous avons pu suivre, vous êtes désormais député provincial, élu de la circonscription de Goma. Cela nous amène, parce que depuis votre dernière élection, vous ne vous êtes jamais pas exprimé, mais merci pour ce plateau spécial. Vous vivez avec nous ici à Goma et vous voyez les sécurités qui battent au plein. C'est quoi votre lecture par rapport à cette situation qui n'est pas habituelle que nous vivons actuellement? Peut-être de renchérir, honorable. On croyait que vous veniez à l'Assemblée pour passer, pour aller ailleurs et laisser vos jeunes siéger, mais vous dites que vous allez rester. Bon, d'abord, le problème d'insécurité, nous le savons tous. C'est la situation des jeunes. La situation des jeunes est déplorable, donc le chômage. Mais il s'est ajouté un autre phénomène. Il y a beaucoup d'armes en circulation. Beaucoup d'armes en circulation. Et ce qui est au moins clair, c'est que les volontaires de la République des Patriotes, donc le Wazalendo, ne sont pas suffisamment contrôlés, ne sont pas suffisamment encadrés. Quand je parle de l'encadrement, je parle de la logistique, toujours la même chose, c'est-à-dire est-ce qu'ils mangent quand ils vont au front? Est-ce qu'ils sont soignés? Est-ce qu'on connaît leur nombre? Est-ce qu'on connaît le nombre d'armes dont ils disposent? Est-ce que l'on sait territorial, disons au niveau des espaces, est-ce qu'on sait où ils sont localisés?
Sont-ils à Goma? Sont-ils à Massissi? Sont-ils... Tout ça, c'est dans un flou artistique au point que quand vous apprenez que l'on peut tuer disons, au prix de $5, ça effraie. Ça effraie. Nous avons vu même un militaire qui tue un compagnon d'armes pour 5 000 francs. Pour 5 000 un francs. policier a tué un enfant pour 500 francs. 500 francs pour une vie humaine. Et qu'aujourd'hui, le Wazalendo est devenu presque un vivier de foi des tueurs à gages, ce qui règle les comptes entre personnes. Hein. Si on a un conflit foncier, si on a un conflit, et même le conflit du genre conjugaux, c'est facile de les régler en allant prendre quelqu'un d'armé et plusieurs se présentent comme des Wazalendo sans lettres. Donc ça a augmenté la criminalité dans la ville de Goma et j'ai l'impression que les autorités et puis on n'a pas présenté seulement le Wazalendo. Vous avez vu la dernière fois, le maire de la ville a présenté aussi des militaires, mais également des policiers. Donc nous sommes dans une situation d'extrême gravité qu'il faut que l'autorité prenne conscience de cela et que les autorités militaires et les autorités de la police prennent effectivement leur devoir à cœur. J'ai rebondi sur la question de votre rôle maintenant, Ouais. étant que député provincial. Mais le député provincial a un autre rôle que d'interpeller les autorités à partir de l'hémicycle. Or, ici, avec l'état des sièges, l'Assemblée provinciale est inopérante. Est-ce que Moutiri restera dans cette assemblée? Parce qu'on le sait transitaire, on le connaît voyageur. Est-ce que vraiment ça fait l'ombre d'un doute que je reste à l'Assemblée provinciale? Parce que dans le monde politique, c'est une accusation gratuite. On pense que votre électorat a bien fait le travail, vous l'avez remercié 4 fois député, mais cette fois-là, vous vouliez avoir soit l'option de passer où? Il y a la seule personne qui peut lire dans mes pensées, c'est moi-même. Oui, j'avais une question toujours à M. Leplala, parce que nous savons que vous avez été élu et cette histoire de sécurité, vous pourriez chaque fois dénoncer à l'Assemblée provinciale. Je reviens un peu par rapport à la question qu'a posée Marie-Noël. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que votre bureau, si je peux le dire, le bureau des députés, il est fermé quoi. Non. Vous ne travaillez pas comme député maintenant. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous pensons. Vous êtes en congé. Non, en congé forcé. Non, je pense que l'autorité, il faut espérer que l'évaluation nous amène à faire comprendre qu'il faut absolument que les organes délibérants fonctionnent. Il faut absolument. Parce qu'on ne peut pas avoir une administration de l'État congolais qui n'est pas sous contrôle, qui échappe au contrôle, qui peut agir en toute liberté. C'est indéniable. Et donc voilà, la démarche, c'est d'arriver à rétablir les organes délibérants dans leur rôle de contrôle de l'exécutif. Honorable Elvis, est-ce que vous ne vous reprochez pas, vous personnellement, ayant été député national, lors de l'établissement de la gestion actuelle de l'état de siège, vous étiez parmi ces députés nationaux qui ont été consultés et même proposé au chef de l'État de prendre une mesure exceptionnelle pour juguler la crise? Absolument, parce qu'il fallait faire tout pour que nous puissions arriver à faire face à l'ennemi, mais également à rétablir la paix et la sécurité. Mais non, ça ne semble pas marcher. Est-ce que votre rêve reste? Mais vous n'allez pas, nous ne sommes pas dans un confessionnal où je vais me mettre à confesser. Nous l'avons, je crois qu'avec tous les collègues députés, nous avions pensé que c'était une solution
Parce que des fois, il y a un débat tel que même les autorités de l'état de siège oublient que ce sont les députés nationaux qui ont demandé. Les députés nationaux, à ce moment-là, pensaient effectivement que l'état de siège serait un cadre qui permettrait de rétablir la situation. C'est-à-dire faire face à l'ennemi, mais également rétablir la sécurité sur l'étendue de la province du Nord Kivu et des littoraux. Eh bien, nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés, les choses ne se sont pas passées comme nous le pensions. Alors, vous n'allez pas nous jeter la pierre pour avoir essayé de trouver une solution. Cette solution ne fonctionne pas. Cette solution ne fonctionne pas. Bien, honorable, l'état des sièges qui arrive dans un premier temps avec les commandements militaires, donc les militaires qui prennent tous les commandements, administration comme opération. Et puis, ça ne marche pas, il y a scission des fonctions. Les gouverneurs militaires qui restent dans l'administration et puis les opérations à l'état-major général, force terrestre, parce que c'est le général Fall qui a cette charge-là de coordonner les opérations au nord et au sud Kivu. Ça semble ne pas fonctionner selon vos mots. Y a-t-il une autre proposition, parce qu'en tant que natif du nord Kivu, en tant que quelqu'un qui connaît bien le terrain, vous pouvez aussi avoir des idées à donner. Y a-t-il une proposition que vous pouvez donner pour que l'on puisse relever ces défis? Il faut le dire, sans honte. Aujourd'hui, la criminalité prend de l'ampleur, le banditisme urbain, n'en parlons pas, et la guerre, les cessez-le-feu qui ne semblent pas être respectés. Vous savez, chacun doit faire son travail et les vaches seront bien gardées. Moi, je ne peux pas être à la place de quelqu'un qui est formé pour ça, me mettre à sa place. Les militaires, tous ceux qui ont en charge la défense de notre territoire, tous ceux qui ont en charge de rétablir la sécurité et la paix dans la province, ou en tout cas dans tout le pays, doivent réfléchir sur la façon de faire face aux problèmes qui se posent. Moi, mon rôle, c'est un rôle de député. J'ai le rôle d'interpellation. Je n'ai pas le rôle d'exécution. Et dans l'interpellation, il y a suffisamment de suggestions, mais qui ne peuvent pas être au-dessus du spécialiste dans le domaine ou en la matière. Nous ne pouvons pas nous mettre à la place. Moi, je ne peux pas me mettre à la place du chef d'état-major général et dire voilà, maintenant, voici ce que nous allons faire. On va tout à l'heure changer de sujet parce que ce plateau spécial a deux sujets spécialement. La situation sécuritaire actuelle, y compris les aspects politiques contenus dans notre temps. Je ne sais pas s'il y a encore une question relative aux questions sécuritaires auxquelles Jérémy. Oui, l'honorable a tellement été clair en disant qu'il s'était trompé avec ses collègues pour avoir restauré l'état de siège. Mais vous avez quand même un rêve lors de la campagne électorale. Je ne veux pas dévoiler ça tout de suite. Mais si après l'état de siège, parce qu'il y aura une évaluation avec la première ministre, quelle proposition vous allez lui donner? Parce que ça se dit déjà qu'il y a une qualification qui est un gouverneur adjoint civil. Mais vous, je sais, je ne veux pas dévoiler votre... Non, mais ce n'est pas un secret. Non, s'il vous plaît. L'honorable Moutier il ne faut pas me prêter... est potentiel candidat gouverneur. Non, il ne faut pas me prêter des intentions. Bon, raison pour laquelle j'ai dit que je ne saurais pas le dire moi-même. Non, mais vous, moi je pense, d'abord il y a une chose qu'il faut savoir. Il y a, je pense, parce que moi je ne suis pas membre du cabinet de Madame la Première ministre. La Première ministre va faire une évaluation. Cette évaluation, c'est-à-dire c'est l'écoute. C'est l'écoute des différentes composantes de la société, du Nord Kivu et des Lituri, je pense, non des Lituri sûrement. Et puis après, il va travailler avec son équipe, il va travailler avec d'autres
acteurs qui sont nécessaires pour qu'il soit consulté. Elle va sûrement faire son rapport au président de la République. Et c'est à ce moment-là seulement qu'il y aura une solution. En ce qui concerne l'état de siège, la levée de l'état de siège ou la réqualification. Qu'est-ce que cela veut dire, la réqualification? C'est d'aller beaucoup trop loin en besogne en parlant des institutions à venir. Nous n'y sommes pas encore. Voilà. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes donc encore une fois à vous rappelant que nous organisons ce plateau spécial avec comme invité l'honorable Elvis Moutiri Ouabachara, député élu de la ville de Goma, député provincial, 3 fois élu député national et actuellement député provincial, mais aussi candidat malheureux sénateur. On peut aussi le dire dans son parcours. Alors, l'actualité au pays, honorable, est aussi liée au soubresaut. Votre parti politique ne s'est pas encore prononcé au soubresaut constitutionnel. Est-ce que vous avez une lecture? Bon, d'abord, mon parti, le regroupement politique, CODE, Coalition des démocrates, lors de la présentation du regroupement, il a énoncé sa politique. Et dans sa politique, il y avait les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Alors, ce ne sont pas des soubresauts, c'est un débat qui s'est déclenché, c'est un débat qui est violent aujourd'hui. Le débat sur la révision de la Constitution, c'est un débat qui est violent. Et d'abord, beaucoup de gens ont oublié que nous sommes une nation, nous sommes un pays démocratique qui ne peut pas échapper au débat. Donc le débat est permanent et qu'il n'y a pas de questions taboues. Et même alors, l'article 218 de la Constitution dit dans quelles conditions on peut faire la révision de la Constitution. Donc, le débat sur la révision de la Constitution est un débat normal. Mais cet article ne cite pas un parti politique. L'Index n'est pas un seul parti politique qui peut prendre l'initiative. Non. Je ne sais pas les limites ou fixes les différentes étapes qui peuvent conduire vers les changements ou la révision de la Constitution de la RDC. Mais ne vient pas dire qu'il y a les regroupements, par exemple les codes, IDPC alliés, FCC et consorts, peuvent initier. C'est parce qu'il y a de la désadéquation. S'il vous plaît. Vous m'avez posé la question, indirecte. Qu'est-ce que votre parti pense? Moi, je vous ai dit, nous, au niveau du code, nous avons pensé qu'il était nécessaire de faire des réformes constitutionnelles et institutionnelles. L'initiative dont vous parlez, c'est justement dans l'article 218. Qui peut prendre l'initiative? Le président de la République, le gouvernement, ainsi de suite. Je ne parle pas du parti politique. Je n'aime pas parler. C'est ce qui est important. Oui. Il y a les citoyens, donc vous pouvez lire jusqu'à la fin. Oui. Vous voyez qu'on peut, d'abord, moi ce que je voulais dire, on peut discuter de la révision de la Constitution et rappelez-vous, parce que vous êtes de la presse, mais ce débat, c'est depuis 2022. Plusieurs candidats à la présidence de la République ont mis dans leur programme la révision de la Constitution. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Donc les gens, donc en fait, aujourd'hui, donc ceux qui étaient pour la révision et ceux qui étaient contre la révision, selon les positions qu'ils occupent aujourd'hui, ils ont changé de discours.
Est-ce qu'honorable, ça ne serait pas plutôt l'opportunité d'appeler tout le monde à l'unisson et que chaque regroupement ou chaque citoyen qui a un besoin d'un changement, de mettre sur papier son besoin, de mettre une commission ensemble, voir qu'est-ce qu'on peut toucher. Mais c'est ce que le président de la République a suggéré, non, a annoncé à Kisangani. Il a dit qu'il va mettre sur pied une commission qui va réfléchir sur la révision de la Constitution. Donc, ce que la vous révision demandez... ou les changements. C'est ça. Les deux termes Ça. sont Donc, le débat. Donc le débat, il est ouvert, mais à un certain moment, qu'est-ce qu'on appelle une commission? Cela veut dire qu'on va canaliser les débats de manière à ce qu'on puisse avoir de la matière pour le président de la République ou l'Assemblée nationale ou le Sénat ou les deux réunis en congrès ou un référendum. Voilà. Donc c'est tout cela, ce travail-là doit se faire. Oui. Vous avez donné la position de votre regroupement politique, bien sûr. Qui est celle on peut lancer les débats. Oui, non, je pense qu'il faut pas voir ça comme ça. On m'avait invité comme, je ne sais pas ce que vous avez dit, comme député provincial, n'est-ce pas? Ou comme personnalité, je ne sais pas. Vous avez dit quoi? Tout ça, hein? Ouais. Mais vous vous adressez à moi, je vous donne mon point de vue sur la révision. Oui, je n'avais pas encore fini la question. Voilà. Vous avez vu, beaucoup de gens s'y opposent, des opposants, même dans la rue ici à Goma, vous trouvez beaucoup de gens croient que c'est une histoire qui n'était pas opportune. Mais vous allez dans des sujets qui engagent gravement la nation. Vous ne voulez pas que les gens fassent un débat, que la société civile marche, que l'opposition s'oppose. Chacun est dans son rôle. Chacun est dans son rôle. Et moi, je pense qu'en canalisant toutes ces forces, qu'elles soient négatives à la Constitution, à la révision de la Constitution ou pas, ce qui va en sortir, je crois, aura fait l'épreuve du feu. Et donc, à ce moment-là, ça sera, je pense, une bonne situation, qu'à la fin, le président de la République estime qu'il ne faut pas faire la révision, ou qu'à la fin, ils disent qu'il faut la révision. Bon, je pense qu'à ce moment-là, il y aura eu choc des idées. Ça veut dire pour l'instant l'annonce de dire qu'on va convoquer une commission pour donner les bases sur lesquelles le président pourrait prendre la dernière décision, vous enchante en tant qu'acteur politique. Mais à partir du moment où j'ai dit je suis pour la révision de la Constitution et que sur le plan pédagogique, je vais expliquer à mes électeurs, j'explique à mes électeurs. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que c'est normal que pour être gouverneur, il faut passer par une compétition financière? Est-il normal que donc quelqu'un qui est compétent, qui est populaire, qui est politiquement appuyé par son parti, s'il n'a pas 3 millions de dollars, il ne passe pas gouverneur? Ça, c'est des révélations. Nous savons que ce sont les partis qui amènent. Ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, nous vivons dans le même pays et dans la même ville. Et donc, il ne faut pas mettre sur moi l'information que je vous donne. Non, vous le savez. Vous le savez bien. Donc, en d'autres termes, c'est connu, n'est-ce pas? Oui. Il faut avoir 3 millions pour passer pour être élu gouverneur. Non, mais il y a des classes. Il y a des classes que vous faites dans l'Assemblée, dans l'hémicycle. Non, c'est vous qui élisez les gouverneurs. Voilà, c'est pourquoi, pour moi, pour nous, il faut absolument modifier, ou plutôt, il ne faut plus que les gouverneurs soient élus. S'il vous plaît, je vous explique. Oui. Les gouverneurs, pour nous, doivent être nommés par le président de la République au sein de l'Assemblée. C'est-à-dire, le gouverneur doit être un élu du peuple
et le président de la République. Parce que ces gouverneurs représentent le président de la République en province. Alors, ce président de la République, le président de la République, nomme et révoque. Mais il doit chercher son gouverneur dans les organes délibérants parce qu'il faut qu'il jouisse d'une assise populaire et qu'il soit redevable devant l'Assemblée. Et que bon, je n'ai rien contre, je n'ai rien contre les hommes d'affaires parce que bon, aux États-Unis c'est un homme d'affaires qui est à la tête du pays, mais quelqu'un il sort, il était un très bon exportateur, je sais pas, de cacao, de café, tout ça. Du jour au lendemain, il est gouverneur de la province. Parce qu'il a casqué 3 millions. Mais parce que lui, il a casqué. C'est pas un problème. À ce moment-là, le choix du président devra se faire. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes quoi? Vous êtes un représentant qui incarne je voulais avoir un mot méchant, mais qui n'incarne pas l'éthique, pour être gentil. Et si votre proposition non, je vous ai donné ça comme exemple. Ça, oui. Mais ce sont des exemples, ce sont des idées comme ça qui font amener dans les débats. Dans les 48 députés provinciaux que vous êtes, ou dans les 500 députés nationaux, non, dans les 108 sénateurs, s'il vous plaît. Et de là, on va... Non, s'il vous plaît. Oui. Nous parlons des gouverneurs de province, n'est-ce pas? Gouverneurs de province. Mais ça ne peut être que au sein de l'Assemblée provinciale, c'est-à-dire les 48 députés. Encore que ce serait presque la même chose, parce que le Premier ministre vient d'un parti majoritaire, donc on peut penser qu'il a l'assise populaire, même s'il n'est pas député national. Mais ici, nous sommes en train de parler du gouverneur de province, et nous sommes en train de parler comme mode comment dirais-je, mode d'accession, voilà, mode d'accession au poste de gouverneur, soit la nomination et non plus l'élection. Mais la même constitution honorable dit que le mode de gestion du pays, le mode de gestion des provinces et consorts ne peuvent subir aucun changement. Ce sont des articles verrouillés qui sont dans cette constitution. Non, il y a l'article. Vous estimez qu'il faut changer complètement ou il faut réviser? Écoutez-moi, citoyen ouvert. Oui. L'article 4. Donc, l'article 4 dit, je vais le lire peut-être, ce sera peut-être beaucoup plus simple. Non. Quand je parle de mode de désignation, le mode de désignation. Le mode de désignation. Oui, je suis en train de parler de mode d'accession plutôt. Ouais. Au poste de gouverneur. Ce n'est pas ces articles-là. Hein. Non, ce sont d'autres articles. Hein. C'est l'article. Il y a des articles qui définissent voilà. le Donc pays. Tu prends oui. Et tandis que ceux dont vous parlez. Qui sont verrouillés dans les cadres de désignation. Il y a l'article... Non, la désignation de gouverneur, c'est pas verrouillé. D'abord, il y a une chose qu'il faut faire, c'est comment dirais-je, il faut, moi j'ai parlé de la mode d'accession, oui. Mais la deuxième chose, c'est réduire le nombre de provinces. Il y en a 26, et je crois que la décentralisation, vous avez vu qu'elle a beaucoup de problèmes. Il y a 26 provinces. Et plusieurs provinces ne sont pas viables. Plusieurs personnes. Plusieurs provinces ne sont pas viables. Et dans ces provinces qui ne sont pas viables, vous avez vu qu'il y a énormément d'instabilité de gouvernance. Sur le plan social. Voilà, non, je confondais les articles. Bon, donc l'article 4 parle de fusion ou de démembrement. Ce sera donc une des propositions lors de la révision. C'est une des propositions. Quand vous voyez, en fait,
les modes d'accession du gouverneur à son poste et la réduction du nombre de provinces. Moi, je pense que ce sont des questions qui vont améliorer la gouvernance. Ce sont des questions qui vont... Parce que vous parlez de l'amélioration de la gouvernance, vous parlez aussi de la décentralisation. Est-ce que vous pouvez placer un mot sur la rétrocession qui est bien inscrite dans la Constitution, mais dont la mise en œuvre pose un problème? Est-ce qu'il serait bon de retoucher ou de renforcer au cas où la population accédait à cette révision? Non, dans ce cas-là, ce n'est pas une matière à réviser. Il n'y a rien à réviser. C'est la volonté politique qui n'y est pas. Il faut de marquer une proposition contraignante? Non, je vais vous dire une chose. Moi, je vous dis, nous, ce que nous pensons comme article à réviser. Ouais. Maintenant, moi, je ne suis pas spécialiste de tout. Il y a sûrement, dans les domaines judiciaires, dans les domaines économiques, dans les domaines financiers, des articles qui feront l'objet des révisions. Voilà. Nous allons chuter dans cette oui. Mais alors là, on va prendre la toute dernière tournée des tables. Jérémy, peut-être axez vos questions parce que le temps nous est parti. Je voulais avoir le point de vue de l'honorable par rapport à l'article qui fait débat. C'est le mandat présidentiel. Parce que c'est là qui pousse que certains opposants... Moi, je n'ai pas entendu ce débat. Moi, j'ai entendu les débats de 240, 217, et encore que les débats du mandat du président, il faut le remettre dans cette commission qui va discuter. Ce n'est qu'une partie des et que je vous ai donné mon point de vue sur l'ensemble, c'est-à-dire la révision de la Constitution, et ce n'est pas une question de tabou, ça sera dans une commission qui sera discutée. Alors, il y a cette histoire de l'article 214, 217. Là aussi, il faut comprendre quel était le contexte. Vous savez, en 1967, les pères fondateurs, vous savez ce que c'est les pères fondateurs, c'est-à-dire les pionniers de l'indépendance, des indépendances africaines, pensaient vraiment fort faire l'unité africaine. Ils pensaient, ils avaient le rêve de faire de l'Afrique un espace uni, politiquement, économiquement, et plusieurs pays, à ce moment-là, ont mis dans leur constitution la possibilité de céder des espaces au nom de l'unité africaine. C'était en 67. Mais aujourd'hui, nous étions en 67 dans le concept de l'intangibilité des frontières, hérité de la colonisation. C'était ça. Mais qu'est-ce qu'il en reste de ce concept? Qu'est-ce qu'il en reste? Il y a beaucoup de changements. Aujourd'hui, il y a des crises partout. La mort de l'unité africaine, c'est plusieurs acteurs que vous connaissez. Et le dernier, c'était Kadhafi. Et aujourd'hui, quand vous voyez les crises actuelles, vous voyez la Palestine avec Israël, vous voyez l'Ukraine avec la Russie. Le foncier. Vous comprenez très bien que le concept qui consiste à dire que pour l'unité africaine, nous pouvons céder la souveraineté ou nous pouvons payer une partie ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est une aberration au moment où le Rwanda veut conquérir aussi des territoires. Il faut réfléchir là-dessus. Mais je vous dis, à l'époque, et en 1967, c'est la Constitution de 1967, nous sommes dans
dans un contexte de l'organisation du sommet de l'Union africaine. Et il y avait des africanistes comme le Kamanda congolais, enfin zaïrois à l'époque. Et ils ont mis cet article dans la Constitution. Et de toutes les façons, plusieurs pays africains avaient ce rêve de l'Union africaine. Mais ce rêve de l'Union africaine n'existe plus. Et que l'intangibilité des frontières est devenue un leurre. C'est-à-dire qu'il n'y a personne dans cette Afrique qui respecte l'intangibilité des frontières. C'est-à-dire, nous avons 9 puissances ennemies. Dernière question, Marie, à l'Odora, parce que nous allons chuter tout à l'heure. Ben, parce que nous allons chuter, moi, je voudrais que l'honorable, avec son œil d'analyste politique. Vous me donnez beaucoup de poids. Ah ouais, vous laissez. Ce sont les valeurs qui sont avec son reconnues. œil d'analyste politique, Ouais. puisse un peu lancer ce message-là aux politiciens, parce que l'opinion pense qu'après chaque 10 ans, le débat sur la révision constitutionnelle revient et ça donne plutôt l'opportunité au populisme que de penser le pays. Quel message vous pouvez passer à vos pairs politiciens pour que ceux qui les écoutent soient édifiés et pensent pays, pas populisme? Non, moi je pense que je peux m'adresser plutôt à mes électeurs, que je remercie, et que qu'ils ne cèdent pas au populisme justement. Je suis mal placé pour lancer un message à des alliés politiques ou alors à des non-alliés politiques. Parce que chacun, comme on dit, fait son lit comme il entend se coucher. Alors, par contre, effectivement, en ce qui concerne la population de Goma, c'est d'écouter, de participer à un débat citoyen. Je sais et je suis très fier d'être d'ailleurs un élu de Goma. À Goma, il y a beaucoup de talent et les gens sont absolument capables de discerner les vérités cachées ou les mensonges cachés. Honorable, dernière question. S'il y a une déception depuis votre élection, c'est laquelle? Et s'il y a un espoir Dans quel domaine? depuis votre élection comme Dernière député élection. provincial, Oui. c'est laquelle? Et s'il y a espoir, c'est Ma laquelle? plus grosse déception est que je ne siège pas. J'ai été élu et les électeurs m'ont envoyé à l'Assemblée provinciale, pas pour rester à la maison. Les rêves arrêtés. Donc, ils sont en train de briser mon rêve. Y avez-vous un espoir du lendemain meilleur? Je suis un homme optimiste. Vous allez rester à Goma comme député provincial. Il a déjà dit. J'ai l'impression que vous... On veut vous chasser de votre... non, d'abord... Ça s'est dit, ça court les rues. Non, d'abord... Que Elvis veut aller Non, peut-être d'abord- PDG d'une entreprise, ambassadeur. Non, d'abord, vous êtes chez moi à Goma. Oui. Et je ne suis pas résident de Goma depuis que Tampolé. j'ai été élu député provincial. Je suis résident de Goma depuis 2005. Et j'ai eu tous mes mandats à partir de Goma. Ce n'est pas à partir de Kinshasa. Je suis un habitant de Goma. Alors, si vous êtes en train de me dénier la qualité de Gomatracien, alors l'objet de votre interview... Voilà, c'est donc par ces mots, mesdames et messieurs, que nous clôturons ces plateaux spéciaux que nous avons réalisés sur le beau jardin de Doublon. Vous comprendrez Doublon c'est quoi plus tard, faites vos recherches. Merci donc à toute la grande équipe technique qui a été derrière les caméras. Merci à tous ces héros dans l'ombre. Marie-Noël Kabouya, directrice de Michapi Voice TV, Jérémy Kiamou, rédacteur en chef de la radio-télévision communautaire Taïna. Je suis Touvé Wundi, directeur de la radio-télévision nationale congolaise. Merci honorable pour Merci, ces temps honorable. que C'est vous moi avez qui vous partagés remercie. avec nos C'est téléspectateurs. moi qui vous remercie. À la prochaine. Ouais, merci.